Boys Secure, épisode spécial Nortec, le panel. C'est rendu plus qu'une fois que je le fais. Je suis très heureux. À chaque année, c'est des gens différents qui sont là, ou pour la plupart. J'ai des personnes stables. Fait que je vais vous laisser vous présenter. Commençons par ma gauche, puis on descend comme ça. Puis après ça, je vais vous lancer dans le sujet. Puis j'espère que la bataille va prendre. Et on a amené Charles pour être sûr que la bataille pogne. Bonjour tout le monde. Moi, c'est François Labrèche. Je suis un Principal Data Scientist à Sophos. Je travaille principalement avec du machine learning, des LLM dans un SOC, dans un contexte de XDR. Donc, avec des alertes, des détecteurs, des trucs comme ça. Et moi, François Proulx, VP à la recherche en sécurité chez Boost Security, une startup à Montréal. Je gère une petite équipe de recherche. On fait principalement de la recherche de vulnérabilité dans la chaîne d'approvisionnement logiciel. En particulier, notre spécialité, c'est tout ce qui est exploitation des build pipelines. Voilà. Alain Choquette, magicien. Sinon aussi Charles, le gars qui veut se battre visiblement. En fait, je suis super pacifiste. Là. Charles, je fais des red teams, je travaille chez Cypher. C'est un peu moins intéressant que la vie d'Alain Choquette, mais bon. Salut, moi c'est Christian Paquin. Je suis un développeur cryptographique chez Microsoft Research, originaire de Montréal. Maintenant, je suis chez nos voisins du Sud, travailler pour les grosses corporations. Charles F. Hamilton, je travaille chez Cypher. Philippe Pépon-Petitclerc, je suis étudiant à l'UQAM. Autrement. À quel niveau? Ouais, à l'école. Je suis un étudiant au doctorat avec M. Jean Privat, qui est là-bas. Autrement, j'ai une petite compagnie qui commence de pentest, puis je suis un avide fan de CTF. Cool. J'aime beaucoup la diversité, puis c'est justement le point de vous avoir là, de cet effet de diversité, au-delà du fait que je faisais des blagues, mais t'as fait des blagues pour emmener le monde dans la salle, fait que, tu sais, bon, c'est... Ouais, exact, c'est ça. Non, mais moi, Alain Choquette, je l'adore d'amour, là, fait que si pour une fois dans ma vie, je peux prétendre être lui, c'est une réussite. Me voici. On va parler de l'éléphant qui est dans la pièce. Alain Choquette. Alain Choquette. Parce qu'on va parler du Magic AI. Cet objet qui nous fait tant parler, tant halluciner, tant triper. On a eu Mythos qui est sorti il y a quelques temps. Enfin, l'espèce de plus grande démonstration de marketing qui a été faite, genre ever. C'est vraiment spectaculaire à quel point on a un moteur marketing fort chez cette compagnie. Ils doivent brûler de l'argent, là, pas en token, mais vraiment en marketing. C'est fou. Mais cela étant, au-delà du fait que c'est une grosse campagne marketing, ça a eu quand même un effet en tout cas, étonnant pour moi à quel point en cyber, on a comme paniqué quand c'est arrivé pour des raisons qui sont obscures. Mais en même temps, c'est quand même le réaliser qu'on a dans les mains, puis Opus 4.6 le faisait avant que Mythos arrive, une capacité de trouver des vulnérabilités qu'on n'était pas capable de trouver avant. C'est essentiellement ça l'élément et dans le fond, l'industrialisation des vulnérabilités, ce que bon, je pense que des gens sont en train de se blesser en arrière. Là. J'espère qu'ils ne vont pas mourir. J'espère pour eux autres. Donc, on est rendu dans un contexte d'industrialisation qui n'était pas possible. Avant, on avait des bug bounty qui nous servaient à faire ce genre de choses-là. Maintenant, on a Mythos, ou en tout cas, peu importe le modèle AI qui est là. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que ça va avoir des effets, même si on ne veut pas, et sur ce qui s'en vient vers nous, puis comment tout ça va modifier ce qui est, on ne va pas perdre notre job demain matin, mais ce qui va modifier le perspective de cybersécurité dans les prochaines années et comment vous envisagez qu'on va modifier notre travail parce que, bref, on a chacun dans des domaines différents. Ça a des effets différents. J'aimerais ça feu. Pendant que les autres se tuent en arrière, nous autres, Ouais, moi j'ai écouté le podcast avec Nicole Perlroth qui écrit un livre phénoménal. Si vous l'avez pas lu, le livre s'appelle This is how they tell me the world ends. Et elle a interviewé Nicolas Carlini de Anthropic justement sur ce sujet-là, puis parler justement de l'accélération des zero day, que
de baisser la bar of entry, de trouver ces zero day. Puis, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment eu un gros hype marketing hallucinant. J'ai eu même des gens, je ne vais pas les nommer, mais des venture capital qui m'ont appelé en panique, me demandant est-ce que je dois comme mettre de l'argent en dessous de mon matelas, changer mes stratégies d'investissement, whatever. Non, puis j'ai pris 1 heure de mon temps pour expliquer, puis à la fin, comme OK, je comprends un peu mieux, mais clairement, oui, ça l'a shaké bien des gens, mais ça va coûter pas mal cher de tokens, je pense, quand ils vont arrêter de subsidize. Ouais, c'est un peu. C'est un peu étrange de voir ça en étant data scientist qui travaille avec des LLM à chaque semaine. En fait, les modèles s'améliorent à chaque semaine. J'ai vu des talks de Carlini il y a des semaines avant Mythos où il montrait déjà des vulnérabilités qu'il trouvait dans le kernel Linux et des trucs comme ça. Puis après, Mythos sort, qui trouve peut-être plus de vulnérabilités, mais c'est essentiellement la continuation de ce qui est déjà en route. Mais pour une raison X, probablement à cause du marketing, celui-là fait Brand vraiment... name, beau trademark, c'est un bon nom. Ça fait plus peur que Ouais, Opus, non, c'est vrai que c'est un bon nom. Ouais. Mais essentiellement, ouais, c'est ça qui est bizarre. Je pense pas que Mythos est particulièrement plus dangereux que les autres. Ça reste du vulnerability scanning. Puis il est plus puissant, il y a plus de paramètres. Mais après, c'est tout le temps intéressant de voir jusqu'où ils peuvent se rendre en termes de détecter des vulnérabilités. Malheureusement, Mythos, c'est un peu un flou parce qu'ils l'ont pas sorti comme tel. Ils font juste un peu tâter le terrain. Ouais, c'est un mythe, en fait. C'est un mythe, littéralement. Là, ouais. Ben, peut-être que Microsoft a accès, je sais pas. Oui, moi, c'est sûr, j'ai des collègues qui ont accès. Bon, c'est pas répandu à beaucoup, mais ouais, ça reste intéressant. Je suis d'accord au fait que tout depuis les 2 dernières années, ça va doucement et des fois, il y a comme un plateau qui est atteint et que ce soit juste par marketing ou vraiment une habileté technique. Serait-ce qu'en moyenne, ça continue d'augmenter et ça regressera jamais à un niveau. Donc, à chaque fois qu'on a une conscience générale des capacités de ces trucs-là, et là, ne serait-ce que à faciliter le travail de façon à ce que des gens moins techniques puissent avoir accès et découvrir des choses, ça reste intéressant. Moi, personnellement, je suis un maximaliste de l'IA dans l'utilisation. Token maxing. je suis un développeur depuis 20 ans à peu près en crypto et là, ça fait 1 an que je n'ai pas écrit une ligne de code. Je suis devenu maintenant un manager de système AI et c'est autant dans la défense ou l'attaque. Peu importe le domaine, je crois qu'il faut sauter sur les outils comme ça puis se les approprier. Mais aussi, ce qui est intéressant dans la vie, je suis quand même quelqu'un de fait. Puis je me suis permis justement un article là-dessus la semaine passée. J'ai un blog en ligne, puis j'ai écrit un article. En fait, je regardais les attaques sur le blog. C'était vraiment intéressant parce qu'il y a un pattern qui a émergé. Des URL qui étaient définitivement le pattern typique de l'AI, d'essai-erreur pour comprendre son chemin. Puis ce qui est intéressant en fait de ça, c'est que même si l'AI est bon, on a tendance à oublier souvent dans le discours qu'il y a l'attaquant dans l'équation aussi. L'attaquant n'est pas nécessairement qualifié pour utiliser l'AI. Puis en fait, c'est ça qui revenait. Dans ces attaques-là, vous excuserez l'anglicisme, mais c'était un peu brain dead ce que ça faisait. Là. Donc, c'est juste quelqu'un qui dépensait des tokens un peu pour aller nulle part. Puis c'est un trend. L'AI est disponible. Encore là, tu as des gourous AI sur LinkedIn qui apparaissent à toutes les semaines avec leur façon d'utiliser l'AI. À toutes les heures. À toutes les heures, c'est encore mieux. Mais la réalité, c'est que je pense que même les solutions qui conçoivent l'AI, ça bouge tellement rapidement que ce qui était vrai hier ne l'est pas nécessairement demain. Ce qui est l'optimisation de hier n'est pas nécessairement aussi pertinente pour demain. Puis ça se voit aussi dans les attaquants. C'est un produit qu'eux aussi découvrent en même temps que nous. Puis oui, il y a des attaques. Puis justement, le truc de Mythos avec BSD et tout ça, le coût déjà associé à cette recherche-là, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de dépenser 20 000 $ dans son sous-sol pour arriver avec une vulnérabilité qui va pas nécessairement avoir de vraie valeur. Puis de ce que moi j'ai vu dans les attaques réelles, il y a définitivement de l'AI qui est utilisé.
Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça les rend plus dangereux? En fait, de mon point de vue, c'est le contraire. Ça les appauvrit puis ça amène des résultats qui, en fait, amènent rien du tout. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Je pense que souvent, on n'a pas beaucoup dans les discussions des AI, là. Ouais, mais ça, je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui, avec l'expérience, j'utilise DLM. J'ai été vraiment un early adopter pour du vulnerability research, exactement pour ce genre de scénario-là depuis le début, là, depuis 2022. Et j'ai vu l'évolution. On a développé nous-mêmes nos harness de Agentic pour faire ça à scale. Puis oui, je crois au marketing jusqu'à un certain point, mais il faut faire la part des choses entre découvrir des vulnérabilités, en découvrir plus vite, mais ensuite, est-ce que sont vraiment exploitables dans la réalité? Tu peux trouver plein de vulnérabilités qu'il n'y a pas vraiment de moyens d'exploiter en pratique une fois que c'est déployé. Comme par exemple des choses là, qui sont c'est plus de local privilege escalation, mais si la façon que c'est déployé dans 80% des cas, c'est même pas pratique, c'est comme de crier au loup puis de dropper des zero day all day long. Puis ensuite, il y a le côté de patching. C'est comme, OK, s'il y a comme 100 fois plus de CVE, ça veut pas dire que les gens vont patcher 100 fois plus vite. Ça a toujours été un problème. L'année dernière, on était ici sur le stage à parler de MITRE, NVD, puis tout ce drama-là. Ça, c'est encore, je veux dire, au final, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont juste décidé d'arrêter d'enrich. Un an plus tard, on est exactement à la même place Ouais. qu'on a parlé l'année passée. C'est pas atroce, ça, un peu comme situation. Là. Puis on s'inquiète du AI de l'autre côté. Là. Ouais. Donc, Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans, en fait? On n'a jamais eu autant de produits de sécurité, de solutions de sécurité, de gens en cyber. Il n'y a jamais eu autant de brèches. Donc, clairement, the system doesn't work. Puis, pour revenir un peu à Mythos, là, justement, l'aspect marketing aussi, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Là. C'est BSD qui a été choisi. Concrètement, il y a très peu de gens qui font de la recherche sur BSD parce que c'est en bas d'1% du marché. Donc, c'est sûr que ce code-là a été beaucoup moins revu, analysé parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller découvrir une vulnérabilité pour un attaquant. Il n'y a pas de surface d'attaque. Donc, il y a ça aussi. J'ai vu des trucs passer là, que supposément que la vulnérabilité sur BSD, c'est une vulnérabilité qui date de 2007, en fait, de d'autres kernels qui n'avaient juste jamais été portés dans BSD. Donc, encore là, c'était techniquement déjà connu. Là. Ouais, je pense que j'avais vu que pendant le modèle avait déjà appris la vulnérabilité. Exact, et donc, c'était dans le training data en partie. Mais sinon, on peut regarder, il y a eu 2-3 CVE de Linux dans les dernières semaines qui ont été trouvés, non pas avec Mythos, mais avec les modèles qui sont déjà dans les mains de tous les gens. Puis, donc, ça prouve quand même que les modèles qu'on a déjà sont tout à fait capables de trouver des choses potables. C'est-à-dire, c'est quand même des ventes pertinentes, mais bon. Je vais juste me interjecter une petite affaire. Les vulnérabilités des dernières semaines ont été trouvées par des humains très, très, très compétents. Les gens de Theory, c'est des malades. Puis quand que le gars... dans le fond, les gars de Theory qui ont trouvé, mettons, Copyfail, le gars savait que Splice faisait de quoi de vraiment weird d'avance puis que ça jouait avec la cache. Puis la façon que populé le contexte de son LLM, personne qui n'était pas lui pouvait le faire. Oui, puis ça, je suis 100% d'accord. Puis je le vois de mon expérience à l'utiliser. Garbage in, garbage out. Tu sais, c'est la façon que tu promptes, ça a un impact direct sur la qualité de ce qui arrive. Donc, n'importe quelle once de know-how humain que tu vas rajouter par-dessus juste comme « Go find me vulns, please », ça fait une différence incroyable. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. On peut faire le même parallèle. Mettons, ce gars-là, si on aurait dit va auditer BSD, est-ce que en termes de salaire humain, ça aurait probablement coûté beaucoup moins que 20 000 pour trouver la même vulnérabilité, en fait, parce qu'il y a l'expertise, il y a le knowledge. Puis un LLM aussi, des fois, souvent, sont trainés sur un peu tous les sujets de la Terre, là, tandis que ce gars-là, il est très spécialisé, très niche-là. Je pense justement que les gens qui parlent souvent de on va tout être remplacé par les HAL, je pense que la différence, c'est que les gens vont se spécialiser dans un domaine. Le concept de généraliste va être de moins en moins là, mais tu vas avoir quelqu'un qui, ce partie-là de la cyber ou d'un système, c'est sa force. Je pense qu'en fait, c'est là qu'on va finir par aller parce que justement, les généralistes, les LLM qu'on a en ce moment sont quand même assez généralistes. Là. Ceux qui sont disponibles en ligne. Là. J'ai juste aussi un petit commentaire à faire sur. Tu parlais tantôt de certains trucs brain dead.
En fait, c'est pas très important de savoir comment une attaque elle arrive. Et moi, chez nous, j'ai des fourmis. Puis j'ai une fourmi, elle se promène au hasard, puis bon, tu l'écrases. Puis il y en a un autre là-bas. Puis le lendemain, il y en a 50 qui ont trouvé le petit spot. Puis, ça y est, là, j'ai une invasion. Ouais. Fait que ces systèmes-là, c'est un peu comme ça. Il y a du monde qui vont essayer, qui vont balayer tout ça de façon non efficace. C'est sûr que l'expert va pouvoir utiliser ces outils-là de façon plus efficace, mais le fait que ça va être éparpillé partout, il va y avoir plein de trucs qui vont tomber juste parce que ces outils-là deviennent de plus en plus puissants. Ah oui, définitivement, mais encore là, comme François disait, la qualité de la personne qui l'utilise aussi fait partie du résultat. Puis mon point, c'est vraiment, c'est les attaquants en ce moment n'ont pas nécessairement cette capacité-là. C'est pas tout le monde que ça fait 4 ans qu'ils jouent avec les LLM et qui ont réussi à les optimiser comme tu as fait. Puis il y a un coût en temps, il y a un coût monétaire à tout ça. Donc ça aussi, je pense que ça joue dans l'équation. Là. On est clairement dans une ère où on a eu le gateway drug, on s'est offert, le pusher nous a donné les tokens pour pas cher, mais en pratique, ce que Mythos, c'est vraiment le vrai coup, comme tu l'as dit. On prend rouler genre 1000 VM 1000 fois pour en avoir une fois. Alors brûler, en pratique, c'est pas très réaliste. Ça coûte cher. Puis tu sais, pour faire l'analogie avec tes fourmis, quand je disais il n'y a rien qui a changé depuis 10 ans, le problème c'est la visibilité en fait. C'est de savoir qu'il y a des fourmis qui essaient de rentrer dans ta maison. Puis c'est ça qu'on remarque souvent, surtout quand on fait des exercices Red Team. Ce qui manque souvent, c'est de la visibilité réseau. Tu vas avoir les clients avec des DR, mais si les DR n'ont rien à te dire, après ça, les gens n'investissent pas dans ces logiciels-là, c'est pas nécessairement adopté. Puis je pense que c'est ce problème-là qu'on doit adresser dans les prochaines années, d'être capable de voir ce qui se passe, d'être peut-être capable d'écraser les fourmis parce qu'au lieu d'en avoir une, peut-être qu'on va en avoir 1000 en parallèle, en fait. Moi, personnellement, je pense que les EDR, ils marchent très bien. Non, c'est pas vrai. Combien de trillions d'événements? Non, mais c'est justement où je m'en allais. En fait, maintenant, avec Mythos et les LLM, les agents qui ont un peu du doomsday, maintenant, tout le monde, c'est accessible. C'est un peu la certaine rhétorique qui a amené que tout le monde aurait accès plus facilement aux attaques et tout. Mais personnellement, nous, on gère comme un XDR. Je vois les alertes des clients et c'est pas particulièrement plus gros depuis 3 mois que c'était il y a 6 mois, alors que ce serait le cas, on aurait une explosion exponentielle. Juste des alertes, des signaux, n'importe quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, mais surtout pour des LLM, que c'est des agents que tu aurais justement un peu brain dead qui essaient tout. Donc, ça c'est très noisy comme attaque. Ça semble pas être le cas pour l'instant. Mais... Puis déjà là, il y a une présomption que ces agents-là sont comme autonomes, ils sont pas opérés par des humains. Puis c'est aussi dans la littérature grand public, c'est oui, il s'est sauvé de son sandbox. Ça, c'est comme. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est comme si ces machines-là avaient un âme et une volonté réelle par elles-mêmes. Et quand moi, tu utilises, ça n'a aucune volonté, cette affaire-là. C'est inerte tant que tu n'as pas dit de faire quelque chose. Fait que, tu sais, ça s'invente pas, genre, sortir du sandbox parce que par magie, ton sandbox était vraiment mauvais, là, par ailleurs. Là, s'il sort de là, qu'est-ce que t'as pensé? Mais le deuxième élément là-dedans, c'est qu'on a comme l'impression que ça a comme une volonté, puis ça a zéro. Là, t'as pas d'humain en arrière de la machine, il se passera juste rien. Oui, sauf que ça a été voulu d'être accessible. On pense par exemple au fiasco d'OpenClaw. Ça a été vendu comme étant l'outil que tout le monde pouvait utiliser. Excusez, je parle à la voix. Ça a été marketé comme installe ça, puis ça va changer ta vie. Donc, il y a des gens, tu parles de sandbox, le commun des mortels n'a aucune idée de ce que c'est une sandbox. Puis, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, les gens en TI puis en cyber, on est biaisés. On assume que les gens comprennent les ordinateurs. Pour le commun des mortels, un point .exe puis un point .zip, c'est la même chose. Tu cliques dessus, ça ouvre un truc, ça fait quelque chose, puis on a tendance à oublier ça. Une sandbox, pour quelqu'un qui a installé OpenClaw parce que son neveu lui a dit de le faire, ça veut rien dire. C'est pas, lui a dit ça va t'aider à trier tes courriels. Ça se peut qu'à demander OpenClaw, tu lui dises pourrais-tu trouver ça, puis il essaie de payer quelque chose pour toi, puis qu'il sorte parce qu'il fait juste essayer de t'aider dans son algorithme, mais l'humain ne comprend pas ça. Ouais, mais si tu prends spécifiquement OpenClaw, puis c'est un exemple que je trouve savoureux parce que c'est de mettre une arme de destruction massive dans les mains de tes parents. Puis là, qui ne comprennent aucunement qu'est-ce que ça fait. Puis là, tu as raison, le sandbox, tu dis, mes parents, ils comprennent pas la notion.
c'est tout à fait vrai. Mais le OpenClaw devrait être sandboxé de facto et non que ce soit mes parents qui doivent réfléchir d'avoir un sandbox. Fait que là, on a comme un problème de conception. Puis c'est-à-dire, on se crée de la job dans l'absolu parce que, tu sais, ça tient pas tout ça. Je pense que le plus grand risque avec tout ça, c'est la rapidité avec laquelle ces outils-là sont apparus. Ça raconte tout ça, ça s'est fait. Là, il y a 3 mois, toutes les nouvelles sont venues très grand public. On va aussi parler de la rapidité qu'on a à patcher les trucs qui ont été créés. C'est le plus grand risque, je pense, c'est le bandwidth humain qu'on a. Je sais que moi, quand en développement, on travaille avec des équipes, nouveaux produits, on est 4-5 collègues, on travaille sur un truc. Puis le nombre de codes qu'on doit reviser des autres qui a été généré par l'AI, on n'a plus le volume de revision. Fait autant pour créer des nouveaux outils en les utilisant de façon positive, on essaie de se défendre contre ces trucs-là. Je pense en tant que société, on a à s'adapter, de dire, OK, on n'a pas beaucoup de recul à savoir quel est l'impact. Ouais, puis depuis un an. On parle de Mythos qui trouve des vulnérabilités, mais je peux vous pointer des tonnes d'exemples où les LLM ont rajouté des vulnérabilités. Il y en a pelleté des exemples de supply chain attack où c'est cloud code committed, rubber stamped par un humain, mergé, exploité littéralement 5 heures après. Tu parles de NPM, puis de Python, puis tous ces trucs-là. Là. Oui. Moi, je pense que la solution, c'est qu'on tue JavaScript, là, déjà. En levant la main dans la salle, on a des gens d'accord. Quand même. Mais tu sais, en même temps, on fait des blagues avec JavaScript, mais cette personne-là écrit un langage de programmation, puis pas moi. Fait que, en même temps, je lui lève quand même mon chapeau. Mais encore là, puis tu sais, tout le concept de packaging, puis de versioning, puis tout ça, même les développeurs, je pense qu'ils sont perdus là-dedans. Puis c'est drôle parce que on parle souvent là, justement des clés Git qui sont leakées puis des trucs comme ça. Moi, un trend que je vois ce temps-ci, en fait, c'est des secrets d'application pour Azure qui sont leakés. Puis il y a un truc qui revient tout le temps, c'est que c'est dans des README avec des emojis puis du Unicode qui est clairement une belle signature de l'AI. Fait qu'en fait, il y a des gens qui vibe code des trucs, qui s'intègrent dans leur environnement Azure puis qui leak leurs clés pour des applications Azure. La beauté de ça, c'est que c'est fait pour se connecter sans MFI, rien de ça. Fait que c'est un client secret, l'application ID, tu peux directement te rendre là. Puis j'ai fait l'exercice il y a comme un mois, il y a 124 000 commits sur GitHub avec le keyword remove client secret, des trucs comme ça, c'est aberrant. La beauté encore, c'est que les attaquants n'ont pas compris ça. Ils commencent à découvrir les clés d'API, le device code phishing, puis ces trucs-là. Fait que nous, en tant que gens de l'industrie, on peut déjà essayer d'aller dire aux gens que ces clés-là devraient jamais se ramasser sur GitHub puis de comprendre qu'un commit, ben, ce qui était là avant va exister pour toujours aussi. Parce que c'est pas parce que tu l'effaces qu'il n'y a pas l'histoire. Puis c'est partout. Fait que les vecteurs, comme tu dis, rajoutés par les AI sont vraiment rampants à gauche, à droite. On sait plus. Puis un peu comme tu disais, la vitesse à laquelle tout ça est arrivé, c'est beaucoup pour l'ETI, la cyber, puis encore plus pour l'humain moyen qui n'a aucun intérêt pour l'ETI, la cyber qui est exposé à ça malgré lui. Là. Je pense un des gros problèmes qui m'énerve beaucoup, c'est on aime beaucoup créer plus de technologie juste pour le plaisir de créer plus de technologie, plus de code, mais au final, on fait juste souvent réinventer la roue. Yet another JSON parsing library, un YAML, il y en a comme 12 000 sur NPM. Pourquoi? Ça t'en prend une. Après, c'est pas. Moi, j'ai dit, je brûlerais tout NPM au complet. Je passerais genre 1 milliard de tokens de reasoning dessus, puis dire, au final, ce que vous voulez, c'est 100 librairies NPM, une qui se connecte à MySQL, une à Postgres, un qui parse du JSON, YAML, qui fait de l'arithmétique, whatever. OK, c'est correct, on a fini, on a 100. Good enough. Stop, on n'a plus besoin d'updater. Non, mais sans blague, c'est les gens, des micro-nano-librairies sur NPM, toute cette surface d'attaque-là, plein de projets qui sont plus maintenus depuis des années. Probablement, le gars, il s'est fait tué par un autobus la semaine passée. Il y a tellement de choses dans les dépendances transitives. C'est un shit show. Complètement. Puis on revient aussi puis sur le fait du... j'aime bien parce que tu disais qu'il n'y avait pas une montée des attaques. Puis on a eu un talk, parce que j'ai vu une référence à toi en France, il n'y a pas tant longtemps. Je suis un dangereux criminel. Tout à fait.
Et le point là-dedans, puis ça ramène au fait que les criminels, parce que c'est essentiellement ça, les méchants, vont monter avec le niveau de l'eau. Fait que s'il n'y a pas plus d'attaques maintenant, c'est parce qu'on n'est pas meilleur qu'on était. Fait que pourquoi ils dépenseraient des tokens sur des choses qu'on n'est pas de toute façon pas très bon? Puis je veux dire, ce qui avait été référé, c'est une vieille attaque de toi il y a 10 ans, qui est référée dans un talk spécialisé en France maintenant, vraiment dans un talk niché en plus. Fait que, tu sais, si on s'intéresse à ça là maintenant, donc les attaquants s'intéressent à ce que tu fais il y a 10 ans, eux, ils s'en foutent parce que les infrastructures actuelles sont pas prêtes pour des attaques d'il y a 10 ans. On est d'accord. Puis le problème, les attaquants sont opportunistiques. Mettons un exercice de Red Team, on est mandaté par un client qui a généralement une meilleure posture de sécurité. L'attaquant trouve une vulnérabilité, trouve un morceau de code qui fonctionne pour lui. Ses cibles, c'est littéralement le monde entier. Puis d'ailleurs, le code à quoi tu fais référence, c'est un C2 que j'avais écrit quand j'étais chez Mandiant dans le temps. Ça fait à peu près 10 ans. J'ai archivé ce code-là, je pense, il y a comme 5 ans. Puis il y a des attaquants qui ont décidé que ça allait être utilisé en 2026. Honnêtement, je recommande à personne d'utiliser ça contre un EDR moderne. C'était dans les années où le PowerShell était très la mode. Mais on fait beaucoup de réponses d'incidents aussi où je travaille. Puis du PowerShell à gauche, à droite, tout le temps. Des trucs je peux pas concevoir que quelqu'un fait, mais la réalité, c'est que ça fonctionne. Puis, je sais pas, en levant la main, est-ce qu'il y a des attaquants ou des groupes criminels dans la salle? Non, mais puis, tu sais, je fais des blagues, mais j'ai l'impression que ces gens-là sont déconnectés du milieu de la cyber. Est-ce qu'on a ces gens-là qui viennent apprendre dans des conférences? Est-ce qu'ils font des trainings? En vrai, je sais pas. Peut-être que j'ai trainé à travers les années des gens dans des groupes criminalisés, mais j'ai l'impression qu'ils vivent vraiment en marge. Puis on le voyait un peu avec la Corée du Nord, tout ça. Il y a eu une progression quand ils ont décidé d'ouvrir l'Internet à un groupe spécialisé. Ils se sont mis à avoir une progression technologique extrêmement plus rapide. Donc, j'ai vraiment de la misère un peu à comprendre l'écosystème des attaquants. D'où ma question. S'il y a quelqu'un dans la salle, peut-être nous parler un peu de l'écosystème. A day in the life. Ah, parce que tranche de vie, s'il vous plaît. Exact, ça serait. Non, mais j'adorerais ça, pouvoir m'asseoir avec un groupe d'attaquants. Mais s'il y avait juste une personne dans la salle, ouais, c'est pas représentatif. On va garder ça anonyme. Là. On va vous appeler Alain Choquette pour les besoins de la cause. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un disconnect entre notre industrie puis les criminels ou les attaquants qui sont state sponsored ou peu importe en termes d'expertise, parce qu'encore là, ils n'ont pas besoin. Ils sont opportunistes. Ils trouvent 100 000 endroits qui ont une vulnérabilité qu'ils ont trouvé. Ben, ils vont le faire sur ces 100 000-là. S'il y en a 10 000 qui sont secures, ça fait quand même 90 000 cibles. Avec un effort moindre. Donc, tu te demandais pourquoi ça n'avait pas l'air de faire bouger le volume, que les LLM arrivent, mais ils n'ont juste pas besoin. Si l'idée c'est de faire du cash, pourquoi je gaspillerais de l'argent quand les trucs gratuits que je peux spray marchent? Oui, puis le bon vieux social engineering, si t'as pas besoin de tokens, non. En tout cas, tu peux bien utiliser des LLM pour générer des meilleurs phishing emails, puis ça, c'est sûr, là, mais c'est quand même une technique éprouvée. Puis ce qui est vu, puis ça, c'est sorti dans les dernières semaines, que dans les forums criminels, justement, ils se plaignent de l'usage du LLM parce que ça fait des slops. Et même dans leur milieu criminel, ils sont fâchés contre les gens qui utilisent ça parce qu'ils trouvent qu'ils sont médiocres puis qu'ils devraient être meilleurs. Puis, il y a même cette compétition chez les méchants. Fait que c'est super drôle parce que ça, mais effectivement, les phishing sont meilleurs, mais l'ensemble de la job, c'est pas juste un phishing, c'est un enchaînement de choses. Puis je pense pas qu'on soit là. Puis d'ailleurs, où là, les criminels sont fâchés, ils disent ouais, lui, il est pas bon parce qu'il sait pas comment enchaîner ces choses. Fait que, on est vraiment dans un paradoxe. Puis clairement, je pense pas qu'ils vont dans les conférences parce que clairement, ils sont pas à top. Là. Non, puis il y aurait tout à gagner à faire ça, en vrai. Là. Ou peut-être, en fait, ceux qui vont dans les conférences, on les détecte pas. Peut-être, ben on essaie de leur demander, mais ils se signalent pas. Fait que, j'aurais essayé. On devrait peut-être faire comme ils faisaient au DEFCON, c'était spot de Fed, là, ça devrait être spot de criminal. Ah, c'est bon ça. Mais je pense que Jonathan Marcil, il me semble un peu décontracté. Ouais, il est un peu too much habillé pour l'événement. Fait que, je pense que ça cache quelque chose. Il est un peu off par rapport aux autres. Il était pas là qu'on a demandé. C'est vrai. Les criminels. On avait une question pour la salle, Jonathan Marcil. S'il y a des acteurs criminels dans la salle, juste lever la main.
On envoie on en a un dans le fond, finalement. Est-ce que. OK, premièrement, le seul crime que je commets, c'est l'amour, OK? Bon, OK. Tu sais, le crime, là, des fois, là, on peut peut-être penser que c'est malicieux, mais des fois, c'est juste la curiosité, OK? Puis j'aimerais qu'on n'oublie pas ça, OK? Parce que être dans une conférence, c'est être curieux, right? Hacker des affaires, là, Charles, tu te rappelles là, quand tu faisais ça pour le fun, là, avant de faire une tonne de cash? J'ai jamais commis de crime informatique. Moi, mon rêve, c'est de faire de la recherche en chimie organique, mais je suis pas bon à l'école. Fait que j'ai décidé de taper des trucs sur un ordinateur. C'est vrai. Là, ça, by the way, si vous avez vu ses talks, là, c'est tout le temps ça qu'il dit, là, fait qu'il l'a pratiqué. Mais genre, mon take, c'est que la curiosité, OK, elle fait en sorte que tu vas faire des choses. Puis la légalité, là, c'est juste un frame que la société met, OK? Donc, si vous voulez aller repousser plus loin puis dire, OK, est-ce qu'un truc est légal ou pas? Moi, j'irais plus, est-ce qu'un truc est moral ou pas à faire? Fait que de dire que les gens, c'est des criminels ou pas, s'ils ont des mauvaises intentions, je suis d'accord avec vous autres. S'ils ont des bonnes intentions puis qu'ils veulent faire avancer des choses, genre je pense que ça, c'est bon. Fait que, c'est un truc qu'on a oublié, je pense, dans les dernières années, là, parce qu'on est trop rendu plus vieux avec d'autres mentions puis tout ça. Mais les conférences comme ça, comme notre sec, moi, je pense que c'est une des bonnes places pour rencontrer des gens qui ont des passions, qui ont des curiosités puis tout ça. Puis pour moi, ça a plus d'importance du est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce que j'ai le droit de reverser cette affaire-là ou pas? Il y a sûrement des trucs que vous avez pognés puis que vous avez fait comme hey, moi, je pense que peut-être que je peux creuser là-dedans, mais légalement, c'est un peu grey zone, là. Merci, Jonathan, le criminel. C'était l'intervention du criminel dans la salle. On a un deuxième criminel. Non. Lui, il y a des stretches puis des tatous. Non, C'est pire, un vrai ça. criminel, là, moi, j'ai commencé ma carrière en cybersécurité il y a seulement 5 ans. Mais finalement, mon parcours de vie, c'était déjà prédestiné à devenir un cybercriminel parce que je m'excuse déjà à tous les gens qui habitaient sur le chemin Chambly, proche de l'amusement 222. J'ai hacké les cabines de téléphone quand j'étais petit pour enlever le coin return. Puis, on passait le jeudi soir, on mettait les fils ensemble, on pesait sur le piton, puis là, on avait comme 10$ en cash pour aller jouer dans les machines. Ben, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici, puis dans la communauté, on a tous commencé en faisant des niaiseries de même. Oh non, le statute of limitation est passé. Surtout ce que j'ai fait avec Jonathan Marcel quand on avait 12 ans. Exactement. Là. Puis quelques années plus tard, je travaillais pour une institution financière que ton login, c'était littéralement une swipe card. Ben, l'ancien forum, il y avait une arcade au rez-de-chaussée, puis au lieu d'être des 25 cents, c'était une swipe card. Moi, arrivant au bureau, je m'étais dit, c'est quoi qu'il y a là-dessus? Je l'ai swipé, j'ai regardé dans un Exceditor, puis j'ai vu littéralement en hexadécimal un nombre de jetons. Je m'étais dit, ça peut pas être aussi simple que ça. Je suis juste allé l'éditer. J'ai joué gratis pendant 3 ans. Mes gars en bas à l'admin, ils me demandaient combien je dépensais par mois dans les arcades parce que je payais des tournées à tout le monde avec ma carte. Puis quand j'ai donné ma démission, je leur ai donné la mèche de ce que je faisais. Ils m'ont tout envoyé chier solide parce que eux, ils voulaient pas avoir de l'air cheap. Fait qu'ils essayaient de m'accoter. Fait qu'eux autres ont dépensé leur paye pendant que moi, je faisais juste rajouter des crédits à l'ordinateur. Mais peu importe ce qu'ils vont vous dire sur la légalité des choses, tout ce qui a mené aux gens à venir dans l'industrie, c'est la curiosité. Puis à un moment donné, notre curiosité a été sur une ligne grise. Moi, ça a été avec des 25 cents dans des cabines téléphoniques. Ceux qui sont jeunes, ça existait avant, je vous jure. Puis pour les autres... Comme les tapes cassettes, comme dans Gardien de la Galaxie. Exactement, là. Puis mon premier piratage, ça a été 42 disquettes 3 pouces et quart pour Doom. J'amenais ça au cégep, puis j'ai faisais copier au monde. Mais on a toute une histoire de même, fait qu'il faut assumer aussi que la petite zone grise, là, a fait qu'est-ce qu'on est ici aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on est curieux puis qu'on est prêt à défendre les systèmes qu'on essaie de protéger aujourd'hui. Jonathan Marcel applaudit très fortement et finalement a fait beaucoup d'émotions à la salle. Criminel numéro 2. Mais je pense que les exemples que monsieur ici, Jonathan, la différence, Alain c'est... Choquette. Ouais. C'est vraiment la différence entre la curiosité, le style comme Hack the Planet, comme dans le bon vieux temps, où tout le monde a fait ça. On a tout branché deux combinés de téléphone, on tapait ensemble pour faire versus passer le threshold de
l'avarice purement pour le côté monétaire, tu sais, de découvrir, de péter des systèmes, d'aller loin juste pour le plaisir d'apprendre, puis ensuite d'en faire sa job, là, comme on fait. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre aller comme voler des gens puis comme de s'apatrier. C'est juste comme le bien et le mal. Je veux dire, je pense qu'il y a quand même l'intent, en fait, l'intent to harm people. Tu veux-tu avoir 28 Lambo mais non, c'est ça. C'est l'intention. Ça revient à ça. Ça revient toujours à l'intention. Puis si on va vraiment droit criminel, il y a l'intention de créer la situation qui, pour la majorité du code criminel, est la base. Et clairement, si on va dans cette perspective-là, la curiosité, puis même d'ailleurs, on fait référence au film Hackers qui, justement, fait référence à c'est ça, ma curiosité est punie, mais c'est tout dans cet esprit-là. Puis ça rejoint un peu. Puis tant qu'à abonder là-dedans, on a comme perdu cette passion-là qui semblerait nous a tous animés un jour ou un autre, puis justement d'être curieux, et pas avec une méchanceté ou avec une volonté, mais avec juste parce que la vie est drôle, on est curieux, et on a voulu faire des choses, puis justement, comme les exemples qui ont été donnés, parce qu'on est curieux, on a entendu une affaire, on veut tester, on pousse le système, puis bref, on a décidé de criminaliser cette curiosité-là aussi avec le temps, là. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des réalités dans certains pays où c'est une option de carrière qui est légitime. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent un jour en disant « je vais devenir un cybercriminel ». Je pense que ça arrive un peu de façon organique. Mettons, en Canada, en Amérique, on a quand même un mode de vie quand même assez intéressant, mais il y a des pays un peu plus sous-développés où c'est une carrière réelle. On le voit souvent, là, les call centers, ces trucs-là. Il y a eu plein d'interviews qui ont été faites à travers les années, puis ces gens-là font du 9 à 5. Là, c'est l'option pour nourrir leur famille. Là, donc, il y a ça aussi. Là, si on ramène ça plus à la cyber et non les écarts de conduite de jeunesse, des fois, c'est juste une option pour subvenir à tes besoins aussi. Là. Tout à fait. Non, c'est ça. Puis, on regarde certains nation state comme les threat actors de Corée du Nord. Ils ont le gun sur la tempe à se faire. Ça donne qu'il était meilleur à l'université pour apprendre hacking. Après, il se fait envoyer dans un hôtel de hacking hotel. Donc, c'est. La réalité, dans des pays, justement, peut-être un peu. Plus d'Europe de l'Est ou quoi, plus défavorisé, c'est un peu de la survie dans certains cas. Il y a des places, qui emprisonnent les gens pour qu'ils fassent ce genre de choses-là, leur volent leur papier d'identité, donc leur empêche d'être capable de se sauver, donc ils sont pris là-dedans. Il y a des zones, il y a même des quotas qui doivent être atteints, il y a de l'industrialisation, même du cheap labor pour faire ce genre de choses-là. Puis si on reboucle avec le AI, parce que ça coûte cher à faire opérer ce genre de choses-là. Puis on regarde ces centres-là qui utilisent des humains comme on faisait pour d'autres choses qu'on essaie de se débarrasser en tant que société, de cette espèce d'exploitation de l'humain, mais on est encore là et probablement que c'est pour ça qu'on ne voit pas une augmentation immense de ces attaques très, très, très d'hommes parce que c'est des humains dans un data center qu'on a ou un hôtel ou peu importe qu'on les a placés qui opèrent encore cette-là, parce que ça demeure encore le moyen le moins cher pour arriver à exploiter des systèmes. Et si on est là encore à réfléchir à chose, puis tu te lamentais un peu sur le fait qu'on est encore à la même place, on a plus de monde, on est plus meilleur, on a plus de technologie, on a plus de choses, puis on est au même point. On a encore techniquement plus d'attaques, on a plus d'industrialisation, on a plus de problèmes maintenant qu'on en avait il y a 10 ou 15 ans. Mais quand même, dans ce contexte-là, de ce qu'on dit qu'ils ne semblent pas avoir particulièrement plus d'attaques, que les LLM ne font pas une explosion des attaquants, mais en fait, on peut trouver des vulnérabilités avec les agents, avec les mythos et compagnie. Donc, sur ce côté-là, en fait, ce serait une bonne chose parce qu'on peut les voir beaucoup plus rapidement, on peut les patcher alors que ça semble pas être utilisé. Non, en théorie, on peut atteindre potentiellement un plateau où on va avoir plus ou moins épuisé les vulnérabilités dans le meilleur des mondes. Un monde de token maxing hypothétique où c'est comme le thème de Nortec cette année où c'est très, très hopeful. On va trouver toutes les vulnérabilités qu'il y a à trouver dans le kernel Linux puis on va avoir fini. Mais voilà. J'ai une question pour vous autres, utilisateurs d'AI. L'avez-vous utilisé pour patcher des trucs?
Non. C'est comme mettre une base de données en prod si tu veux pas faire ça. Mais c'est un peu ça l'affaire, c'est qu'on a un méga outil qui nous aide à générer plein de codes, qui génère plein de bugs. On est capable d'utiliser pour les régler ou pas, ou il est pas capable, ou c'est trop compliqué, ou je sais pas. Ben moi, je l'ai utilisé, puis mon application roule plus, donc elle est plus vulnérable. Bien joué. Il n'y a plus de bugs. J'ai pas tant d'expérience à l'avoir utilisé pour du remediation automatisé, mais de mon expérience, c'est hit or miss. Là. C'est comme il faut. La qualité de ce que ça donne n'est pas variable. J'utilise tous les jours et c'est fantastique. Ça me permet de faire des trucs que je connais zéro. Je fais pas de trucs de production, je suis en recherche, fait que ça me permet de faire des prototypes. Ouais, Très rapidement. C'est quoi que tu utilises en ce Pardon? moment comme AI? C'est quoi les AI du moment pour toi? J'utilise des trucs Copilot, OpenAI, Claude. On a accès à un peu tout. Ce que Microsoft a acheté, en gros, là. Claude, on l'a pas acheté, mais on y a accès aussi. Donc, tout top of the line que j'utilise pour essayer de comparer. C'est comme une course à cheval. Là. Je trouve que ça dépasse un peu tout, mais c'est ça. Donc, mes collègues dans les équipes produits aussi sont pas forcés, mais forcés à utiliser. Et c'est encore le problème humain de savoir la capacité à absorber et de pouvoir intégrer ce nouveau code-là qui, peut contenir des nouveaux problèmes, mais aussi, quand c'est entre les mains de développeurs seniors, ça permet d'accélérer le travail beaucoup. Oui. Je pense que l'affaire la plus proche d'une réponse qu'on peut avoir, c'est l'été passé. Bon, les modèles ont évolué depuis, mais l'été passé, le DARPA avait finalisé une compétition super grosse sur la détection de vulnérabilité avec des AI. Il y avait une composante patching à ça. J'ai pas les détails on top of my head, mais s'il y a du monde qui veulent s'amuser à fouiller là-dedans, ça s'appelait AIXCC. Puis c'était à ce moment-là le plus gros événement que j'ai jamais eu sur la recherche de vulnérabilité avec du patching fait par des LLM. Fait que à ce niveau-là, ça peut être intéressant. J'ai aucune idée du output de ça. Ça fait des années que ça existe, cet événement-là. C'était pas la première fois. C'est peut-être juste que ça a évolué, là. Ouais. Avant, il y avait une version exploitation automatique de trucs binaires qui s'appelait CGC. La dernière édition du CGC qu'ils avaient faite, et c'était comme rendu compte que c'était un problème à peu près résolu. Genre, ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient atteint. Fait qu'ils ont dit, on met ça on sleep pour une couple d'années. Puis quand les LLM sont sortis, ils ont fait comme, on en fait de nouveau. Ça revient à ce qu'on disait. Ça a permis d'ouvrir de nouveaux horizons, mais un peu comme François disait, il y a eu un plateau de leur côté, mais là, on vient d'ouvrir d'autres possibilités. Mais encore là, ça va prendre combien d'années avant qu'ils retouchent le plateau? 5 ans, 10 ans, une semaine? C'est ça qui est intéressant de voir aussi. Prends-toi ton heure de méditer. Ton heure de... J'ai suivi un petit peu ça, mais je me rappelle d'avoir lu le report, mais j'ai pas, malheureusement, je me rappelle plus j'ai pas la réponse à ta question. Mais l'autre côté à ça, puis là, on l'a effleuré un peu, toutes les vulnérabilités qui sont générées, parce que là, on génère de la dette technologique à vitesse grand V. Là. Je suis même pas sûr qu'on va être capable de patcher suffisamment vite pour la quantité de vulnérabilités qu'on est en train de générer à cause du AI. C'est assez fou la quantité de vulnérabilités qu'on génère à l'heure actuelle. Là. La réponse, c'est non. Il n'y a aucune chance qu'on soit capable de patcher à cette vitesse-là. Fait qu'on fait quoi? Bon, on va finir là-dessus. Non, c'est ça. Un long silence. Non, c'est une blague, c'est pas mon podcast, c'est le tien. Là. Mais non, mais c'est vrai un peu, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans, puis encore là, Mythos, il y a des gens select, des compagnies select qui ont accès. Est-ce que ça va vraiment rendre ça problématique ou pas? Seul le temps nous le dira, en fait, mais puis c'est peut-être une opinion qui va être pas très populaire, mais je pense que c'est correct qu'il y ait des vulnérabilités. C'est humain du code. Même si c'est la machine, il faut pas oublier que tous ces modèles-là sont entraînés sur des
données qui ont été créées par des humains à travers les années. Les modèles sont pas parfaits parce que le data ne l'était pas non plus. Je pense qu'il faut juste, encore là, s'outiller pour être capable d'accepter que peut-être qu'il va y avoir un volume de vulnérabilité plus présent, qu'il va y avoir plus d'attaques. C'est peut-être juste encore là de revoir comment on utilise Internet comme... Mais ça change quoi d'avoir plus de vulnérabilité? Tu disais très sérieusement, là, on utilise, si tu parlais de choses que je parlais de ton exemple, d'une chose que tu as faite il y a 10 ans et tu utilises maintenant. Est-ce que parce qu'on sort genre 3 fois plus de vulnérabilité maintenant, ils vont être utilisés? Probablement pas. Puis encore là, je pense qu'il faut revoir comment, par exemple, l'Internet fonctionne. Combien de fois par jour vous devez vous créer un compte dans quelque chose pour encore donner les mêmes informations que vous avez données à tout le monde? C'est peut-être juste qu'en fait, les compagnies doivent accepter qu'ils vont se faire compromettre puis de stocker le moins d'informations de valeur pour vous. Ça va être un genre de changement comme ça. Pour le marketing, c'est tough, là, ton take. Là, tu vas te faire... sont bien remontés. Il y a eu... On prend l'incident de 2019 chez Desjardins, qui est quand même marqué l'imaginaire au Québec. Et le problème qu'il y avait à ce moment-là, c'est pas un problème technique, c'est un problème d'affaires. Parce que le marketing voulait avoir accès à l'information. Et on revient à ça, c'est pas une question qu'on n'a pas les technologies ou les capacités dans les mains. On n'est pas que Desjardins est une mauvaise compagnie. Il y avait des incitatifs financiers qui n'étaient pas alignés avec la protection des informations. Et combien de compagnies sont dans cette situation-là qu'une équipe marketing qui a des incitatifs qui sont incompatibles avec la sécurité? J'ai une question, moi, pour l'équipe bleue et l'équipe rouge de ce monde. On demandait, ça fait quoi qu'il y ait plus de vulnérabilité? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de vulnérabilité, ça t'oblige en tant qu'attaquant, si tu veux te rendre à un objectif X, de passer par des chemins connus? Puis ces chemins connus-là sont-ils plus faciles à détecter que quelqu'un qui passe par le sous-bois en exploitant des vulnérabilités que tu ne sais pas qui existent, qui passe par des chemins qu'on n'est pas capable de prévoir? Je pense qu'il y a une question de coût, comme tu dis. S'il y a moins de vulnérabilité, les Zero Day, par exemple, comme tu faisais référence dans le sous-bois, prennent énormément de valeur. En ce moment, depuis des années, avec la mode des réseaux sociaux, ça a affecté toutes les industries. Maintenant, les gens publient des vulnérabilités plus pour la visibilité qui vient avec que l'aspect technique. Donc, je pense que s'il y en aurait moins, les gens garderaient ça un peu plus. C'est probablement ça qui va arriver. S'il y a beaucoup de vulnérabilités, il y a plusieurs options. Ça diminue la valeur un peu. C'est un peu le problème de l'offre et la demande, je pense. Encore là, comme tu dis, plus de vulnérabilités, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement exploitables ou t'amènent à un endroit intéressant ou te permettent de compromettre un système complètement. On regarde, par exemple, Mozilla avec l'exercice qu'ils ont fait, je pense que c'était comme 421 vulnérabilités qu'il y avait dans un advisory, mais concrètement, il y en a combien qui pourraient être utilisés pour compromettre un browser, genre 0 clic, il n'y en avait pas 421 là-dedans. Il y a plein de trucs mineurs, puis il ne faut pas non plus négliger ce qui est mineur, mais la plupart de ce qui était là-dedans n'était pas exploitable, qui te permettait de compromettre un navigateur à distance. Donc, je pense juste qu'encore là, le marché va s'adapter. Probablement que les gens avec une expertise plus poussée vont avoir plus de valeur sur le marché parce qu'on va revenir à avoir besoin de cette expertise-là. Puis un exemple simple que j'adore donner, Metasploit dans le temps était le parfait exemple de ça. Il y avait des vulnérabilités là-dedans comme MS-0867 qui était comme Flickr. Cet exploit-là était un des premiers exploits publics avec un rope chain. La plupart des gens dans leur vie n'ont jamais fait un rope chain de leur vie, mais Metasploit a rendu cette vulnérabilité-là accessible parce que tu pouvais littéralement juste mettre un IP et tu avais un shell système sur un système Windows. C'est pas que la vulnérabilité était triviale, l'outil l'a rendu trivial. Si je demande à des gens, juste pour le plaisir, de découvrir cette vulnérabilité-là par eux-mêmes, tu vas te rendre compte que la quantité de gens qui ont cette expertise-là va diminuer drastiquement. Donc, c'est ça qui va arriver. En fait, ça va devenir une main-d'œuvre hautement spécialisée, je pense, qui va être là. Puis si l'inverse est vrai, ça va juste devenir plus accessible, mais la qualité de la main-d'œuvre, la valeur de la main-d'œuvre va aussi suivre, je crois. Oui, et on est sur la fin. Je vois déjà des regards qui restent 5 minutes. Je vais terminer sur le fait, est-ce que un arbre qui tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'écouter tomber, fait-il du bruit? Et cette analogie-là est bonne pour les vulnérabilités. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui existent? Est-ce qu'elles font du bruit si elles n'ont pas été découvertes? Et si même si elles ont été découvertes, est-ce que le bruit va être réellement appliqué par rapport à ça? Sur ce,
Merci. Merci à mes panélistes. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.